Ici Antoine Joubert et voici le nouveau Toyota RAV4 2026 tant attendu que je conduis aujourd'hui dans la région de Niagara-on-the-Lake, évidemment non loin de l'endroit où on fabrique le Toyota RAV4, du côté de Cambridge en Ontario, sinon du côté de Woodstock. Deux usines distinctes ici en Ontario qui ont assemblé jusqu'à maintenant plus de 4 millions de RAV4 destinés au marché nord-américain. C'est beaucoup de véhicules. On a vendu planétairement parlant plus de 14 millions de RAV4 à ce jour et uniquement sur le marché canadien, 925 000 unités ont trouvé preneur. Il faut dire que le RAV4 est sur le marché depuis maintenant 30 ans. Il a été lancé en 1996 pour la première fois. Venait à l'époque riposter au Honda CR-V qui arrivait à peu près au même moment. Sinon, au Suzuki Sidekick qui était un peu seul sur son île à ce moment-là. Évidemment, se sont ajoutés plusieurs compétiteurs dans les années qui ont suivi. Mais aujourd'hui, le RAV4, c'est de loin le VUS compact le plus vendu en Amérique du Nord. 77 556 unités étaient vendues sur le marché canadien uniquement en 2024 et 48 de ce nombre étaient des modèles hybrides ou hybrides rechargeables, ce qui veut dire que 52 étaient des modèles à essence traditionnelle. Évidemment que le pourcentage sera à la baisse pour les modèles hybrides et hybrides rechargeables pour 2025 en raison d'une limitation au niveau de la production. Et ça sera évidemment un défi pour Toyota puisque pour le millésime 2026, on élimine complètement les modèles à essence traditionnelle pour ne se concentrer que sur les versions à motorisation hybride, sinon hybride rechargeable. On fabriquera au Canada les modèles hybrides réguliers et les modèles PHEV hybrides rechargeables de leur côté seront fabriqués du côté du Japon. On a actuellement une limitation de production avec les modèles hybrides ici au Canada. Espérons que ce ne sera pas la même chose, évidemment, avec la nouvelle mouture parce que 100 des ventes seront des modèles hybrides ou hybrides rechargeables. Ça vient complètement changer la donne. Évidemment, c'est une stratégie qu'on connaît déjà du côté de chez Toyota. On l'a fait avec la Camry l'an dernier. Et il y a fort à parier pour que la Corolla subisse le même sort lorsqu'on la renouvellera l'année prochaine. Exception faite, bien sûr, des modèles GR Corolla qui, eux, demeureront à essence si, bien sûr, ils demeurent disponibles au catalogue parce qu'on ne sait pas quel sera l'avenir de la GR Corolla lorsque viendra le temps de la renouveler. Mais en attendant, on se concentre sur le RAV4, un produit de haute importance chez nous au Canada, le produit le plus vendu chez Toyota, le véhicule, encore une fois, le plus vendu dans ce segment. Et ça fera mal à toute la compétition qui tente de suivre la parade, évidemment de suivre le RAV4 qui est l'hybride le plus vendu. Il faut dire que Honda s'est démarqué au courant de l'année avec un CR-V qui s'est vendu à très fort volume avec une motorisation hybride. On sait aussi qu'il y aura de nouveaux joueurs au cours de l'année qui arriveront avec une motorisation hybride. Bon, le Forester, c'est déjà fait, mais ça sera aussi le cas pour la Subaru Outback et le futur Jeep Cherokee qui sera commercialisé d'ici la fin de l'année avec une motorisation hybride à 100 Alors ça aussi, chez Jeep, c'est audacieux, mais évidemment, ça servira à riposter au succès de Toyota RAV4 parce que c'est la cible à atteindre dans ce segment. Le véhicule qui est à côté de moi maintenant, ça sera probablement la version du RAV4 la plus répandue, la plus populaire, le modèle XLE à 4 roues motrices avec motorisation hybride traditionnelle. Celui qui se vendra probablement autour de 43 000 44 000 parce qu'on estime un prix d'entrée tout juste sous la barre des 40 000 avec une motorisation hybride de série encore une fois. Et ça sera avec la version LE de base qui existe actuellement sur le modèle 2025 et qui se vend tout frais inclus pour environ 39 600 $. Alors, on risque de rester à peu près dans la même fourchette de prix avec cette nouvelle génération. Mais évidemment, il y aura une augmentation de prix au niveau du prix d'entrée puisqu'on élimine les modèles à essence. Beaucoup de versions seront offertes au catalogue pour le RAV4 2026. 5 déclinaisons seront offertes avec la motorisation hybride, donc LE, XLE, XSE, une version Limited plus luxueuse et une version Woodland à saveur plus aventurière. Et du côté de l'hybride rechargeable, il y aura 3 versions avec des groupes d'options qui seront offerts séparément. Version SE qui fera office de modèle de base pour le PHEV. La version XSE qui risque d'être la plus populaire. On pourra ajouter à cette version un ensemble de luxe qui, lui, viendra bonifier l'offre. Et il y aura cette nouvelle version GR Sport à tendance sportive, vous l'aurez compris. Alors, avec un look complètement distinct, un look franchement agressif avec ce gros béquet arrière, des pare-chocs
chocs qui sont beaucoup plus massifs à l'avant comme à l'arrière, jantes de 20 pouces, ensemble aérodynamique. C'est la seule version de toutes qui n'offrira pas de capacité de remorquage parce que, tenez-vous bien, les autres RAV4, à l'exception du modèle LE, offriront de série cette capacité de remorquage à 3500 livres, autant pour les versions PHEV que pour les modèles hybrides. Mais le modèle LE hybride de base, lui, ne sera pas doté d'un refroidisseur de transmission haut rendement. Alors, on sera limité à 1750 livres au niveau de la capacité de remorquage, ce qui est déjà mieux que l'ensemble de tous les autres modèles dotés de la motorisation hybride qui sont actuellement offerts sur le marché. Alors, Toyota a décidé de rendre son RAV4 encore plus polyvalent, encore plus performant, d'offrir l'hybridation de série. Reste à voir si le produit répondra aux attentes de la clientèle parce qu'évidemment, vous le voyez, en termes d'esthétique, c'est plutôt évolutif. Bon, évidemment, celui-ci ne se démarque que peu avec une couleur un peu générique, avec un habillage qui est assez standard, mais si vous allez vers une version Woodland qui se veut plus aventurière, bien là, on a pas mal plus de tonus. On a un catalogue de couleurs beaucoup plus généreux également. 12 teintes sont offertes au total à travers le catalogue RAV4 et ça comprend cette possibilité d'une peinture 2 tons sur certaines d'entre elles. Alors, il y aura moyen de personnaliser un tant soit peu son RAV4 pour justement qu'il se distingue du lot parce qu'évidemment, les RAV4 sont innombrables sur la route en ce moment, la plupart d'entre eux étant dans les teintes de gris, de noir, de blanc. Évidemment, c'est la tendance du marché depuis plusieurs décennies, mais on pourra justement se distinguer avec de nouvelles teintes qui arriveront sur le marché et la version Woodland est particulièrement intéressante, peinte en vert, parce qu'évidemment, cette version à saveur aventurière et offrant des capacités hors route supérieures aux autres modèles, disons que c'est assez joli en vert. Goût personnel, vous direz, c'est la tendance du marché aussi. Vous allez voir que la plupart des VUS vont offrir du vert cette année, alors qu'il y a quelques années, c'était complètement disparu. Alors, un retour pour cette teinte-là, mais je pense que ça fait très, très bien au RAV4 et ça fait changement du gris-noir-blanc auquel on a été habitué depuis trop longtemps. Avant de prendre la route maintenant avec le RAV4, je vous parle des motorisations parce qu'évidemment, on ne s'éternisera pas sur ça au moment de le mettre à l'essai. Important de savoir que l'ensemble des RAV4 sont dotés bien sûr des 4 roues motrices. La version hybride gagne en puissance pour un total de 236 chevaux en combinant évidemment les 184 chevaux du moteur 2,5 litres et la puissance des 2 moteurs électriques. Un moteur électrique de 100 kW à l'avant, de 40 kW à l'arrière. Encore une fois, pour une puissance maximale de 236 chevaux. Et l'élément le plus important, c'est évidemment les codes de consommation de carburant qui accompagnent cette motorisation-là, plus puissante que celle de tous ses autres rivaux. On voit la consommation de carburant baisser de l'ordre de 7 à 10 par rapport à l'actuel modèle à motorisation hybride, la version LE sur jante de 18 pouces étant évidemment la moins gourmande du lot parce que la résistance au sol étant plus faible avec de plus petits pneus. Mais on annonce une cote, pour vous donner une idée, avec le RAV4 LE hybride à 5,4 litres au 100 moyenne combinée. Alors, c'est 5,1 litres au 100 km en ville, 5,9 litres au 100 km sur route pour une moyenne combinée à 5,4. Ça grimpe à 5,6 pour la majorité des autres versions et sinon à 6 litres au 100 pour le modèle Woodland qui est doté de pneus tout-terrain, donc avec une plus grande résistance au sol. Maintenant, si vous allez à la version hybride rechargeable qui arrivera d'ici quelques mois sur le marché, évidemment, celui-ci arrivera avant parce qu'il est fabriqué chez nous au Canada. Bien, toujours un moteur 2,5 litres atmosphérique avec un moteur de 150 kW à l'avant, 40 kW à l'arrière, une batterie de 22,7 kWh, alors grossie par rapport à celle qu'on a connue sur le précédent modèle qui était à 18,1 kWh. Ça permet d'aller chercher, dit-on chez Toyota, 80 km d'autonomie électrique, après quoi on tombe en mode hybride où la consommation devrait avoisiner les 6,5-6,6 litres au 100 km. On ne sait pas encore exactement quelle sera la cote qui n'a pas été officiellement annoncée, mais considérant ce qu'on connaît présentement avec l'actuelle génération du RAV4 PHEV, on peut s'attendre à ce genre de rendement qui sera fort intéressant. On modifie également la vitesse de charge de ce véhicule-là. Si vous optez pour un modèle XSE avec un groupe d'options, vous allez avoir un chargeur plus rapide de 11 kW qui vous permettra de ravitailler le véhicule de 0 à 80 en 3 heures à peine à domicile.
Sinon, pour les autres versions, ça prendra 4 heures. Et sur une borne de niveau 3, bien, vous pourrez ravitailler jusqu'à 80 en 30 minutes. Ça, c'est évidemment dans des conditions idéales. On dit que la condition idéale est à 22 degrés. C'est les cotes qu'on donne chez Toyota. Évidemment que si le véhicule est stationné à l'extérieur l'hiver, bien, les temps de recharge seront passablement plus longs. Mais il y a cette possibilité pour une version PHEV de pouvoir la ravitailler sur une borne de niveau 3, ce qui est franchement intéressant, je pense. Et parce qu'on commence à avoir une autonomie très sérieuse, 80 km, qui pourrait s'étirer même un peu en de parfaites conditions, bien, ça veut dire qu'on pourra circuler la très, très grande majorité du temps en tout électrique et se dépanner avec le moteur à essence si besoin il y a. Maintenant, je délaisse la version XLE pour passer à la version Woodland, une des versions qui m'intéresse le plus pour être honnête. Je trouve que son look est réussi, ça se distingue des autres RAV4. Il y a de nouvelles teintes, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Évidemment, c'est un véhicule qui vient remplacer le Model Trail, mais qui bénéficie cette fois-ci de la technologie hybride. Donc, il y a un meilleur des mondes qu'on peut retrouver ici parce que meilleure capacité hors route, 3500 livres de capacité de remorquage et un rendement énergétique drôlement plus intéressant que le précédemment Model Trail. C'est un véhicule qui se distingue par les équipements suivants. Alors, pneus tout-terrain de 18 pouces, les jantes qui lui sont exclusives, suspension qui a été retravaillée. À l'avant, vous allez avoir les phares ADEL, évidemment, mais les feux rigides, donc phares anti-brouillard. On peut changer la teinte des phares anti-brouillard. Porte-bagages de toit avec barre transversale, c'est livré de série. Ça explique pourquoi on a un toit ouvrant traditionnel, non pas un toit ouvrant panoramique comme vous allez retrouver sur le modèle XLE. Évidemment, l'ensemble de tapis protecteurs qu'on retrouve à l'intérieur, des accents orangés, évidemment des traitements esthétiques un peu distincts à bord, mais c'est pas ce qui est le plus impressionnant, vous allez voir dans quelques instants. Évidemment, cette prise dans le coffre qui vous permet d'alimenter des accessoires jusqu'à hauteur de 1500 watts, ça c'est unique à la version Woodland. Je pense que c'est une belle addition pour ceux qui ont besoin de brancher des accessoires. Mais ce sont surtout évidemment les changements cosmétiques, la présentation du véhicule et le fait qu'on soit capable de circuler peut-être juste un petit peu plus loin hors des sentiers battus qui va faire en sorte que ce modèle-là va connaître du succès. Et la beauté de la chose en ce qui me concerne, c'est que ce véhicule-là ne fait pas semblant. Évidemment, bon, il y a le CR-V Trail Sport, le Rogue Rock Creek qui arrive sur le marché, plusieurs autres joueurs dans le segment qui ont de fausses prétentions de conduite hors route, ne se limitant qu'à des pneus tout-terrain. Mais ici, évidemment, on a de vraies capacités de remorquage, une suspension qui a été retravaillée, un look qui est pas mal plus aventurier et plus de modes de conduite. Alors, c'est un véhicule qui, effectivement, fait un peu mieux que certains rivaux qui tentent de jouer les aventuriers alors que dans les faits, c'est pas du tout le cas. Alors, je débute présentement au volant du RAV4 XLE. Encore une fois, ça sera la version la plus populaire. La première impression est intéressante sur le plan de la mécanique parce que ce que je constate, c'est une meilleure insonorisation que par le passé. Bon, on sait que le RAV4 hybride avait déjà cet avantage par rapport au modèle à essence d'être drôlement moins bruyant, mais on a amélioré quelques éléments en isolant un peu mieux l'habitacle et ça fait une différence marquée. Et je pense que c'est un avantage par rapport à d'autres joueurs du segment qui sont encore un peu bruyants. Le CR-V, par exemple, c'est pas le véhicule le mieux insonorisé du marché. C'est pas vilain non plus, mais je pense qu'ici, on a un petit avantage de ce côté-là et ça serait intéressant de faire un test avec un décibelomètre, par exemple, pour voir lequel des deux modèles est le mieux insonorisé. Et vous allez constater que la version XLE propose un équipement quand même très intéressant, ce qui comprend notamment le toit panoramique. Sur certaines versions, par exemple, pour la version Woodland, vous allez avoir un toit traditionnel parce qu'on a une galerie de toit avec des barres transversales qui viendraient gêner la présence d'un toit panoramique, mais vous avez cette possibilité-là d'avoir un toit panoramique qui amène beaucoup de luminosité dans cet habitacle et c'est une bonne chose parce que je vous avoue que c'est un peu lugubre. La présentation, c'est gris, c'est foncé, ça manque de contraste. On a beau avoir des matériaux qui sont coussinés à certains endroits, je ne peux pas dire que le coup d'œil soit très intéressant et on a des plastiques bon marché qui rappellent ce que General Motors a déjà offert dans le passé. Alors, pour moi, c'est peut-être le point
faible du RAV4 de nouvelle génération. La présentation est moderne, l'ergonomie est irréprochable. On a plusieurs leviers ou disons plateaux au niveau des espaces de rangement, chargeur par induction pour téléphone cellulaire, rangement multiple, un accoudoir sous lequel vous pouvez ranger des objets en l'ouvrant d'un côté ou de l'autre. Alors, c'est vraiment bien pensé. Et on a une instrumentation qui est désormais 100% numérique, qui est un peu simpliste au niveau de la présentation, mais qui est très facile à consulter. Et au niveau de l'écran central, c'est un écran de 10,5 pouces que vous allez retrouver dans l'ensemble des modèles et en option, c'est-à-dire si vous montez en gamme sur des versions XSE Limited ou sur le modèle GR Sport, là, vous allez avoir un écran de qualité graphique supérieure à 12,9 pouces. Est-ce que ça change à ce point l'impression de l'habitacle? Pas certain, mais ça serait un petit avantage sur le plan du coup d'œil pour les modèles les plus luxueux. L'équipement est très complet, je le disais, là, il y a différents modes de conduite sur ce modèle-ci, évidemment, pour pouvoir composer avec tous les types de conditions routières, mais vous allez avoir siège chauffant, volant chauffant, groupe électrique complet, assistant de conduite. Sur certains modèles, vous allez avoir des éléments de sécurité supplémentaires qui viendront s'ajouter, par exemple, détection de changement de voie, d'angle mort. Vous allez avoir l'assistance sur autoroute, donc assistance de conduite sur autoroute avec possibilité de changement de voie automatique. Mais ça, on ne l'a pas évidemment sur le modèle XLE qu'on veut garder le plus grand public possible et qu'on souhaite offrir à un prix évidemment compétitif. Est-ce que ça le sera? Bonne question. On s'attend à une facture qui avoisinerait les 43 44 000 $ pour cette version-là. Alors, on verra si on est dans la mire. Évidemment, quand je dis ce prix-là, ça comprend l'ensemble des frais qui avoisinent malheureusement tout près de 3 000 $ aujourd'hui. Alors, ça aussi, ça fait mal, mais ça fait hélas partie de la réalité d'acheter un véhicule aujourd'hui en 2025 ou en 2026 sur le marché canadien. Ça s'accompagne de beaucoup de frais. Espace intérieur maintenant, on l'a amélioré. Un petit peu plus de dégagement au niveau des jambes à l'arrière. Vous avez cette possibilité d'ajuster le dossier des sièges arrière qui est divisé 60-40. Et évidemment, on a un coffre qui est optimisé au niveau de l'espace à 1070 litres de volume utilitaire, un peu moins si vous avez le toit panoramique de quelques dizaines de litres. On n'a pas encore les chiffres pour le volume cargo total derrière les sièges arrière. Ça viendra ultérieurement, mais je peux vous dire qu'il y a énormément d'espace dans ce véhicule-là et que ça en fait donc un véhicule à vocation familiale vraiment génial. J'aime beaucoup aussi la position de conduite, l'excellente visibilité qu'on a de tous les côtés, à croire qu'on est dans un Subaru Forester tellement la visibilité est géniale. On l'a optimisé, on a réduit l'épaisseur des montants avant, par exemple, pour qu'il n'y ait pas d'angle mort, par exemple, pour que vous ne manquiez pas un piéton qui traverserait la rue. Sur certains modèles, et je pense au Chevrolet Equinox, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de ne pas voir quelqu'un qui traversait la rue parce qu'il était caché par le pilier avant. Ici, les risques, disons, qui sont pas mal moins élevés. Bon, évidemment, je pense aussi que le look du véhicule est mieux réussi, même si c'est évolutif et qu'on le reconnaît tout de suite comme un RAV4. Les formes sont plus arrondies, la calandre est plus élégante. On a éliminé ces petits éléments chromés un peu disgracieux qu'on avait sur la précédente génération. Et la version LE de base, elle fait moins bon marché que par le passé. Et je pense qu'il y a des gens qui vont s'y intéresser davantage, même si la version XLE que je conduis présentement et qui a cet avantage d'avoir des sièges de cuir synthétique par rapport à du tissu, restera assurément la plus vendue de toutes. Je conduirai un peu plus tard le RAV4 Woodland, alors je serai en mesure de vous en parler davantage, mais c'est un véhicule qui va se distinguer des autres, évidemment, au niveau de son look. Et c'est la même chose pour la version GR Sport, qui est une nouvelle déclinaison dans la gamme Toyota RAV4. En hybride rechargeable seulement, il n'y a pas de possibilité d'avoir le RAV4 GR Sport avec la motorisation hybride régulière. Et il faut savoir malheureusement que le Woodland est disponible aux États-Unis en version PHEV. Ce n'est pas le cas chez nous au Canada. On verra si Toyota changera ses plans pour 2027. Mais pour le moment, le Woodland, ça sera uniquement une version hybride régulière. Je pense que c'est un produit qui va connaître beaucoup de succès dans la mesure où on en aura de disponibles. Parce qu'hélas, ça risque encore d'être un
un enjeu pour le RAV4. Espérons que ça ne le soit pas, mais ça l'est cette année en 2025. Et c'est difficile à justifier considérant le fait que le véhicule est fabriqué chez nous au Canada et que, évidemment, on rivalise avec un CR-V qui, lui, est livrable dans un délai quasi immédiat. Donc, il faudra régler ce problème-là clairement chez Toyota. Mais je veux vous parler de la version GR Sport parce qu'elle arrivera d'ici quelques mois. Et c'est un véhicule qui va se distinguer énormément. D'abord par son look, le gros béquet arrière, les pare-chocs qui sont massifs, qui sont très sportifs. On a pratiquement l'impression d'un véhicule de haut de gamme à saveur réellement sportive. Dans les faits, c'est 320 chevaux, donc c'est quand même pas mal de puissance, mais c'est pas plus de puissance que les autres déclinaisons des RAV4 PHEV. Et là où il va se distinguer sur le plan dynamique, et on a très hâte de le mettre à l'essai, c'est au niveau des suspensions. Évidemment, il est doté de jantes de 20 pouces, comme certains autres modèles d'ailleurs, mais au niveau des suspensions, ça sera plus ferme, donc on s'attend à une tenue de route qui sera supérieure. Est-ce que l'agrément de conduite sera réellement au rendez-vous? Ça, c'est à suivre, mais c'est un véhicule qui se distingue sur le plan esthétique, évidemment parce qu'on aura des couleurs qui lui sont propres, parce que le look extérieur est drôlement plus sportif, et c'est la même chose à l'intérieur. Vous allez avoir évidemment des sièges à surpiqûres rouges, une présentation qui est pas mal plus dynamique et un véhicule qui va essentiellement laisser croire à de réelles prétentions sportives. Est-ce que c'est le premier d'une longue série de véhicules GR Sport qu'on pourrait lancer dans les prochaines années chez Toyota? Possible, parce qu'évidemment, on a énormément de VUS dans la gamme Toyota et le GR Sport, c'est la première application à un VUS. Évidemment, on a la GR Supra, on a la GR 86, des véhicules qui sont sportifs dans l'âme, mais chez les VUS, il n'y a rien d'équivalent à ça. Et j'ai l'impression que Toyota va vouloir mettre l'emphase sur cet élément-là davantage au cours des prochaines années, comme on mettra aussi l'emphase sur les versions Woodland, des versions à saveur plus aventurière qui vont venir rivaliser avec tout ce que la compétition propose déjà sur le marché. Ça marche, ce genre de formule-là. Ça permet de distinguer plus efficacement le véhicule par rapport aux autres produits de la gamme. Alors, Toyota serait fou de ne pas mettre davantage d'emphase sur cet élément-là, parce que des versions esthétiquement un peu plus génériques, c'est aussi un peu plus impersonnel. Après un peu plus d'une heure passée au volant du RAV4 hybride version XLE, cote de consommation moyenne affichée à 5,7 litres au 100. On annonce 5,6 de moyenne combinée. Alors, on est pratiquement pile poil sur ce qu'on annonce, dans des conditions qui sont idéales aussi. Alors, c'est vraiment un véhicule qui consomme très peu, qui est plus silencieux. On a travaillé aussi, je pense, sur la direction. Toyota n'en a pas fait mention, mais je la trouve plus précise que par le passé. Et ça, c'est un facteur qui, moi, me plaît énormément. Il y a beaucoup trop de VUS qui ont une direction trop floue, peu communicative, et chez Toyota, on a fait un effort visiblement de ce côté-là pour l'améliorer. Il faudra poser la question à savoir si on a changé certains composants, parce qu'encore une fois, Toyota n'en a pas fait mention, mais clairement, on a travaillé à ce niveau-là. Et je pense que le fait qu'on ait des roues de 18 pouces, pour moi, c'est la formule la plus intéressante. Sur le RAV4 LE, vous allez être en 17 pouces. Sur la majorité des autres versions, vous serez en 18, sinon en 20 pouces sur les modèles les plus luxueux. 20 pouces, évidemment, c'est un peu grand comme taille. Ça va cogner un peu plus dur chez nous, mais en 18 pouces, je pense que c'est la formule idéale et ça permet d'avoir un bon niveau de confort, une stabilité sur route intéressante, plus intéressante qu'avec la version LE en 17 pouces, je pense. Alors, c'est un élément qui, pour moi, est intéressant. Le fait qu'on ait une direction précise, qu'on ait une montre pneumatique bien adaptée à ce véhicule-là. Et pendant que je conduis en mode hybride, en tout silence, dans un quartier résidentiel où la limite est à 30 km/h, je prends le temps de vous mentionner que il y a beaucoup d'avantages à la motorisation hybride par rapport au moteur à essence traditionnel qu'on avait jusqu'en 2025. Bon, évidemment, la moitié des acheteurs ont opté pour le moteur à essence en 2024 et je me l'explique mal parce qu'évidemment, on a tout l'avantage ici d'avoir d'abord un véhicule plus silencieux, plus puissant, avec un rouage intégral qui est plus performant parce qu'il n'y a pas d'arbre de transmission. On a un moteur électrique sur l'essieu arrière, donc le temps de réaction du système de rouage intégral est beaucoup plus rapide qu'avec un rouage intégral traditionnel comme sur le RAV4 à essence qu'on a encore en 2025.
Et puis, je ne vous parle pas de la consommation de carburant qui, elle, est améliorée d'à peu près 30 par rapport au moteur à essence. Alors oui, ça va coûter un peu plus cher pour accéder à la technologie hybride par rapport à un moteur à essence. Par exemple, un RAV4 LE se vend autour de 36 000 et sinon 39 000 avec la motorisation hybride, mais ça vaut tellement la peine et vous allez regagner chaque sou à la revente. De toute façon, ça va devenir la norme pour cette nouvelle génération du RAV4. Mais pour ceux qui s'inquiètent de cette technologie-là, qui n'ont jamais eu de véhicule hybride dans le passé, sachez que c'est une technologie qui existe depuis maintenant un quart de siècle. Toyota l'a lancé en fait en 97 sur le marché mondial, mais en 2000 sur le marché canadien. Donc, ça fait 25 ans. Ça a fait ses preuves. C'est une technologie qui est extrêmement fiable. Vous n'aurez pas à remplacer la batterie de votre système hybride durant la vie de votre véhicule, comme vous n'aurez pas à remplacer le moteur à essence également. La technologie est fiable, elle est éprouvée, elle vous permet d'économiser, d'avoir plus de performance, un meilleur rendement, un véhicule plus confortable et un meilleur rouage intégral. Alors, il est où l'inconvénient? Nulle part, il n'y en a pas. Première impression au volant de cette version Woodland, il y a des surpiqûres orangées, il y a quelques petits éléments décoratifs qui permettent de distinguer la version, mais honnêtement, c'est encore très générique au niveau de la présentation. On aurait aimé mieux avoir un peu plus de fioritures, un peu plus de contraste au niveau des teintes pour avoir l'impression d'un véhicule qui est plus aventurier. Ce qui vient de série avec le véhicule qu'on n'a pas évidemment dans la version XLE, ce sont ces tapis protecteurs que vous allez retrouver à la grandeur, même au niveau du coffre. Évidemment, dans ce genre de véhicule-là, c'est très pratique, c'est très apprécié. Alors ça, on l'a, mais sinon, la présentation, au niveau des distinctions, ça ne se limite qu'à de petites surpiqûres, des coutures orangées sur les sièges, des sièges qui sont 2 tons, mais encore une fois, c'est rien de très extravagant. Et sinon, c'est à peu près la même chose que ce que vous allez retrouver dans le modèle XLE que j'ai conduit précédemment, qui va être le modèle à volume. Évidemment qu'ici, vous allez avoir aussi cette possibilité de mode de conduite supplémentaire parce que c'est une version Woodland à saveur plus aventurière. Mais à quel point est-ce que ça va changer la dynamique du véhicule? C'est une bonne question. On sent que le véhicule est peut-être un peu plus solide, un peu plus robuste et j'ai l'impression que cette perception-là vient directement des pneus tout-terrain qui sont livrés de série avec le modèle et qui font en sorte que la cote de consommation grimpe de quelques dixièmes de litre au 100 km. C'est l'inconvénient pour avoir des pneus tout-terrain comme ceux-là. Évidemment, vous demeurerez dans le même territoire ou à peu près en le chaussant de pneus d'hiver. Et ça veut dire que tout au long de l'année, vous allez avoir une cote moyenne avoisinant les 6 litres au 100 km, ce qui demeure super raisonnable pour le genre de véhicule qu'on a. Et je vous rappelle que la plupart des versions vont offrir une capacité de remorquage à 3500 livres. C'était uniquement le cas pour la version Trail dans le passé. Alors désormais, la plupart des modèles vont offrir cette possibilité, incluant bien sûr cette version Woodland. Nous aurons évidemment la chance au cours des prochains mois de conduire la version PHEV du RAV4. On vous reviendra évidemment avec l'essai de ce modèle plus spécifique. Fort intéressé évidemment par le modèle GR Sport, une nouvelle avenue dans la gamme RAV4. On va voir si c'est réellement plus dynamique que les autres versions du RAV4 parce que la puissance sera la même et parce que sur le plan technique, on ne semble avoir joué que sur les suspensions pour le rendre plus dynamique en espérant que ce soit un véhicule intéressant sur le plan de la conduite parce qu'évidemment, le RAV4 ne s'est jamais démarqué à ce niveau-là. On sait maintenant qu'il est mieux insonorisé, qu'il est plus puissant, qu'il est encore plus frugal. 3 éléments qu'on aime sur ce genre de produit-là. Mais est-ce que c'est plus passionnant à conduire du segment? Je ne penserais pas. Et évidemment, si on veut aller jouer dans le territoire des VUS à saveur sportive, il faudra que la dynamique de conduite soit au rendez-vous. D'autant plus que ça sera probablement la version la plus coûteuse de toutes. Et donc, les gens s'attendront à en avoir pour leur argent. Bon, le RAV4, évidemment, on ne connaît pas encore les prix. C'est dommage. On les dévoilera d'ici quelques semaines.
semaines à peine, mais je ne voulais pas manquer l'opportunité de vous le présenter maintenant. Et de toute façon, en termes de prix, évidemment, pour les modèles hybrides, attendez-vous à un prix d'entrée tout frais inclus qui se situera juste sous la barre des 40 000 et vous allez pouvoir atteindre facilement 55 000 pour le modèle le plus luxueux, que ce soit une version Woodland ou une version Limited dans laquelle vous allez avoir un confort et un raffinement supérieur. Alors, échelle de prix qui va varier grosso modo de 40 à 50 000 pour les modèles hybrides réguliers et pour les PHEV, il faudra attendre évidemment pour avoir un peu plus de détails, mais encore une fois, ça ne sera pas très loin de la fourchette de prix du modèle actuel. On ne peut pas se permettre d'exploser les prix de ce modèle-là parce que la compétition s'en vient de plus en plus féroce. Il faut se rappeler que dans le monde des PHEV, il y a de nouveaux joueurs qui sont sur le point d'arriver. Et je vous en parle en rafale des véhicules hybrides en compétition avec le RAV4 pour vous illustrer que le RAV4, c'est évidemment le moins gourmand de tous. Évidemment, je parle du modèle 2026, mais il y a des véhicules qui s'en rapprochent énormément. L'Escape est à 6 litres au 100, le CR-V est à 6,4 litres au 100. Là, je parle toujours de moyenne combinée. Le Hyundai Tucson est à 6,7 litres au 100. Mazda CX-50, sur lequel il y a un arrêt d'importation temporaire, on est à 6,2 litres au 100. Et le Subaru Forester avec la technologie e-Boxer, modèle hybride, on est à 6,9 litres au 100. Alors, on parle de dixième de litre au 100 km comme distinction, mais rendu là, chaque dixième de litre compte et on se rend compte que Toyota consomme 20 moins que la moyenne de ses rivaux. Dans le cas de la version LE hybride, on est à 5,4 litres au 100 en moyenne combinée. Alors, c'est littéralement 1 litre de moins que le CR-V, ce qui est quand même passablement important comme cote. Alors, Toyota a vraiment l'avantage avec ce véhicule-là. Encore une fois, un peu déçu de la présentation intérieure et de la finition qui aurait pu être plus soignée. Ça, c'est mon observation personnelle, mais le véhicule est plus spacieux, plus confortable, mieux insonorisé, moins gourmand, plus performant, tout ce qu'on voulait avoir. Et ce qui manque peut-être chez Toyota, c'est une garantie plus convaincante qui viendrait peut-être rivaliser plus efficacement avec celle des Coréens. On sait que les Coréens ont l'avantage avec une garantie de base de 5 ans, 100 000 km et chez Toyota, on est toujours à 3 ans, 60 000 km. En terminant, je veux répondre à cette fameuse question qu'on s'est fait poser de nombreuses fois quant au câble d'alimentation électrique avec lequel on a eu un problème sur la précédente génération du RAV4 hybride. Bien, sachez que le problème est réglé depuis déjà plusieurs années. Toyota a modifié la configuration de ce câble-là pour le rendre plus étanche pour qu'il n'y ait plus de risque de corrosion. Alors ça, c'est un point extrêmement important sur lequel Toyota insiste. Et évidemment qu'on a pris soin avec cette nouvelle génération de s'assurer que le problème ne se reproduise pas. Alors, soyez sans crainte. Vous pourrez même traiter votre véhicule à l'anti-rouille chez un indépendant, évidemment un professionnel, sans affecter le système hybride du véhicule. Ce n'est plus un argument, ce n'est plus une crainte à avoir. Il faut comprendre que les consommateurs de produits Toyota sont généralement plus pointilleux que la moyenne des autres consommateurs parce qu'ils sont habitués à une fiabilité supérieure à la moyenne. Et lorsqu'un problème arrive comme celui de ce câble d'alimentation, on en fait tout un plat. Mais sachez que chez la compétition, on a aussi eu des problèmes. Avec le Ford Escape, par exemple, on a eu cette impossibilité ou ce rappel qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas recharger l'hybride rechargeable sous peine d'annuler la garantie. C'était aussi sévère que ça. Alors, c'est le genre de problème avec lequel on ne voudrait surtout pas composer chez Toyota, mais ça vous illustre une chose, il y a de pires problèmes chez la compétition. Toyota fera face à d'autres problèmes dans le futur, c'est garanti parce que personne n'est parfait, mais le câble d'alimentation, pour ceux qui s'inquiètent, c'est un problème réglé.